Rebonjour à toutes et tous. Le webinaire qui vous est proposé ce matin, donc Labo, en collaboration avec le Bureau des acclimatations et présenté donc par Mela Devino, s'inscrit en fait dans un programme national qui est porté de manière conjointe par les agences régionales du livre, par l'association Écologie pour le livre et par la région Rhône-Alpes-Auvergne. Ce programme, en fait, a pris naissance il y a maintenant plus de 2 ans et propose de manière extrêmement régulière, par trimestre, un programme qui couvre aussi bien, euh, on dira, les bases de ce qu'est ou ce qui est pensé en tant qu'écologie pour le livre, écologie du livre, et qui, avec l'année qui vient de s'écouler, s'est plus concentré sur des pratiques croisées ou venant d'autres secteurs de l'économie, que ce soit les industries culturelles créatives ou tout autre secteur de l'économie, pour s'inspirer donc des pratiques des uns et des autres. Le webinaire qui est proposé donc ce matin est le avant-dernier donc de ce programme national et le dernier donc de l'agence Occitanie Livre et Lecture. Reste à savoir si l'année prochaine, hein, nous serons également dans une dynamique de programme trimestriel ou si nous vous proposerons d'autres formats pour accompagner la transition écologique des filières. L'intérêt aussi, comme je disais tout à l'heure, vous êtes vraiment tous extrêmement différents, des professions autour du livre, autour de l'accompagnement des acteurs culturels, autour des politiques culturelles. Donc cela promet un échange qui peut être extrêmement riche, avec des questionnements qui peuvent être très différents des uns des autres. Les formats webinaires, 1 heure et demie. Je vais passer donc la parole à Pamela Devino, qui va donc vous présenter nos différents intervenants. Et ensuite, nous aurons une série de questions sur justement au-delà évidemment du projet en lui-même, quel est-il, comment a-t-il été conçu, et des questions avec justement Cécile, Camille ou encore Caroline sur en tant que libraire, éditeur ou auteur, vous avez pu être impliqué, intéressé à ce projet-là. Et ensuite, nous échangerons ensemble. Donc, n'hésitez pas à préparer des questions, à en laisser certaines peut-être dans le chat pour que l'on puisse gagner un peu de temps et amorcer les discussions en suivant. Je te passe la parole, Pamela. Merci beaucoup Yannick, déjà pour l'invitation. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être ici. Donc moi je m'appelle Pamela Devino, je travaille au sein d'un collectif qui s'appelle le Bureau des acclimatations, où nous sommes 6 maintenant éco-conseillers, on va dire. Nous faisons de la formation et de l'accompagnement pour le secteur culturel. Moi, je suis basée à Tours et je travaille plus particulièrement avec les acteurs de l'écosystème livre avec ma collègue Fanny Valenblois. Et sinon, mes autres collègues que je vais nommer ici sont David Hirle, qui est basé en région Occitanie et qui travaille plutôt avec le spectacle vivant, Cyril Delphos, Charlotte Roturo et Marion Serre, qui est aussi en région Occitanie. Ça, c'est la présentation rapide. Sur le déroulé, donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler très rapidement de l'abonnement, un peu, voilà, le projet, d'où ça vient, comment ça fonctionne. L'idée, c'est surtout de laisser la parole à Cécile Vicari, qui est avec nous aujourd'hui et qui est autrice, Camille Babot, qui est éditrice, et Caroline Ayot, qui est libraire. Donc, c'est vraiment des parties prenantes de notre expérimentation Labo. Voilà. Les filles, est-ce que vous voulez vous présenter maintenant? Et je reprends la main pour présenter, parce que sinon, ça fait bizarre. Donc, je vous laisse, Cécile, je te laisse la parole pour te présenter rapidement. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes. Alors, oui, comme indiqué, moi je suis autrice, c'est un peu mes premiers pas dans le monde de l'édition. C'est un domaine que je découvre parce que mon background, c'est plutôt la finance et le développement durable. Ça fait 25 ans que je travaille dans la finance durable, un concept qui était un peu un oxymorone à l'époque, mais qui maintenant a gagné beaucoup d'ampleur. Et mon objectif, c'était d'écrire un livre pour sensibiliser les enfants sur ces questions de durabilité et surtout d'impact qu'on peut avoir à travers les décisions financières qu'on a. Donc voilà, donc mon livre, il parle de durabilité, de finance et forcément aussi d'économie du partage. Et bien sûr, du coup, ben, l'expérimentation de labo, c'était très naturel de vouloir
participer à ce projet parce que ça va vraiment dans la philosophie des idées que j'essaye de communiquer à ce jeune public. Voilà, je suis ravie d'être avec vous et je me réjouis d'avoir cette conversation. Merci Cécile, on y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure. Ouais. Camille? Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Camille Babot et donc je travaille aux éditions Milan. Je suis basée à Paris et je suis directrice littéraire d'une partie du catalogue documentaire. Et à côté de ces fonctions, je suis facilitatrice d'un collectif d'une quarantaine de salariés chez Milan, entre Toulouse et Paris. Une quarantaine de salariés on s'appelle Milan en vert et on travaille à réduire l'impact de notre activité presse et édition aussi bien sur l'empreinte carbone que sur la biodiversité. Alors ça va des éco-gestes d'entreprise jusqu'à des réflexions plus systémiques. Donc évidemment, le projet de labo est venu enclencher plutôt cette facette-là, cette dimension-là du travail auquel j'ai tout de suite mordu. Donc me voici, ravie d'être là aussi. Caroline? Bonjour tout le monde. Je suis donc Caroline Ayot, je suis libraire depuis un petit moment déjà, spécialisée jeunesse et je suis libraire dans une librairie générale située à Saint-Dizier dans le Grand Est en Haute-Marne, donc plutôt un territoire rural. Euh, moi, j'ai rejoint Labou par curiosité et pour expérimenter quelque chose de nouveau. Voilà, donc je suis prête à témoigner de ce début d'expérimentation. Super. Eh bien, on y viendra après. Alors, je vais vous partager mon écran. Je vais revenir vite fait, comme je vous disais, sur le projet, la genèse, comment ça fonctionne, et puis on finira avec quelques prochaines étapes. Et après, vraiment, je donnerai la parole à nos trois partenaires. Et puis, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Donc, cette expérimentation en fait de livres d'abonnement en librairie est née dans le cadre d'un projet de recherche-action qui a commencé en octobre 2022 et qui s'est terminé là en octobre 2025. C'est un projet de recherche qui est piloté par Fanny Valenbois, donc qui est ma collègue. Et il y avait plein de thèmes différents dans le cadre de ce projet de recherche, mais comme vous l'avez compris, c'était vraiment pour questionner les impacts et essayer justement de décarboner les activités des acteurs de l'écosystème livre. Donc les porteurs de projet, c'est le collectif Le Bureau des Acclimatations avec Fanny Valenbois qui pilotait tout ça, l'université Grenoble-Alpes, pardon, qui était aussi partenaire. Et on avait aussi à côté des maisons d'édition, Bayard notamment, et l'École des loisirs, en soutien sur plein de sujets. Ça a été parfois des soutiens logistiques, financiers, puisque Bayard nous a accueillis à plusieurs reprises pour faire des réunions de travail, et notamment un marathon créatif qui a été organisé il y a 2 ans, je crois déjà, et le Shift Project aussi. Donc, il y a des financeurs qui sont la Banque des Territoires, l'ADEME et aussi la région Grand Est qui a contribué à ce projet de recherche. Ça, c'est pour redonner le contexte général. Et donc, dans le cadre de ce projet de recherche, nous avions un groupe de travail qui, depuis le marathon créatif, en fait, où nous avons exploré plusieurs sujets, notamment sur, au début, c'était comment mieux rémunérer la création. Pendant un an, ça a été le sujet de discussion et vous pouvez voir les partenaires de ce groupe de travail. On s'est réunis régulièrement en visio. Parfois, on a fait intervenir des invités extérieurs pour essayer de réfléchir à comment on pourrait faire. Et de là est née justement l'expérimentation d'abonnement en librairie. Donc, vous pouvez voir ma collègue Fanny et moi, mais surtout donc Violaine Choran, qui est directrice RSE du groupe Bayard, avec Lauré, qui est chargée de mission RSE aussi chez Bayard, Camille Babot des éditions Milan, qui est avec nous, aussi Nathalie Bader des éditions Milan, et Nathalie Bachelier, qui est directrice RSE du groupe Editis. Et là, c'était, j'allais dire quand même le groupe un peu pilote, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de monde qui a contribué à ce projet. C'est vraiment pour montrer la dimension collective. Je ne vais pas tous les citer, tellement il y a eu de personnes, mais c'est intéressant de voir la mobilisation quand même de plein d'acteurs à différents niveaux. Et donc, les 3 librairies qui sont partenaires de cette expérimentation, c'est 3 librairies spécialisées jeunesse.
la librairie Libre Enfant à Tours, la librairie L'Arcelet qui est généraliste, mais quand même avec, tu nous diras plus tard, Caroline, aussi un fort rayon jeunesse, et tu fais partie du réseau des librairies sorcières, d'ailleurs c'est le cas des 3 librairies, et la librairie des Rires et des Livres à Montreuil. Pour continuer et pour vous montrer la dimension collective, comme quoi il y avait vraiment beaucoup de monde dans ce projet d'expérimentation, on a mobilisé 10 maisons d'édition qui nous ont rejoints justement pour composer l'offre et réfléchir et rejoindre l'aventure. Et donc, en tout, ça fait 42 aussi auteurs et autrices qui ont participé à ce projet. Alors, les objectifs de l'expérimentation. Pourquoi on a fait ça en fait? C'est qu'à long terme, on veut essayer d'aller vers un nouveau modèle économique. Puisque il y a un peu 3 objectifs qu'on aimerait remplir. C'est le premier, c'est fabriquer moins de livres, puisque c'est ce qui a documenté notamment le projet de recherche et aussi plein d'autres études par ailleurs. C'est que les impacts sont beaucoup liés à la fabrication des livres, si on parle bien sûr d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution, d'extraction des ressources. Donc le premier objectif, ben, c'est fabriquer moins, en fait, pour réduire justement l'impact de nos activités. Le deuxième objectif aussi, c'est que, OK, on veut réduire nos impacts environnementaux, mais on veut aussi améliorer la rémunération de l'ensemble des acteurs, puisque peut-être vous n'êtes pas sans savoir que on est quand même dans un modèle économique qui est fragile à plein d'endroits différents, pour les auteurs et les autrices, aussi pour les libraires. C'est ce qu'a montré une étude qui a été présentée aux dernières réunions nationales de la librairie, que le modèle économique de la librairie est assez fragile, mais c'est aussi le cas pour des éditeurs. Donc l'idée, c'est d'aller vers un modèle économique qui soit plus rentable pour tous, en reversant une part du chiffre d'affaires de l'abonnement à toutes les parties prenantes. Et le troisième objectif, c'est ce qu'a montré une dernière étude aussi qui a été portée par le CNL, c'est qu'on fait tous face, en tant qu'acteurs de l'écosystème, face à un enjeu sociétal majeur, c'est un recul en fait des pratiques de la lecture. On a des concurrences diverses et variées, je ne vais pas revenir en détail. Donc notre objectif, c'est eh bien, tout en réduisant nos impacts environnementaux, en rémunérant mieux en fait toutes les parties prenantes, on veut aussi renforcer la lecture, la rendre économiquement plus accessible, mais aussi continuer à encourager la découverte, la diversité, ce qu'on met parfois aussi derrière le mot bibliodiversité. Alors, à court terme, ce qu'on veut un peu remplir comme objectif, c'est déjà tester l'acceptabilité auprès des clients pour savoir si ces nouvelles pratiques de lecture pourraient rentrer en cohérence avec leurs usages, leurs pratiques. C'est aussi mesurer le bénéfice économique réel, puisqu'on a fait des prévisions, des scénarios, mais finalement, est-ce que ça va être le cas? Et puis aussi d'identifier les freins à lever pour dupliquer et essaimer cette expérimentation et qu'elle puisse être après dupliquée dans d'autres endroits. Donc là, c'est ce que j'allais dire. Ce qu'on va chercher à mesurer, ben, c'est donc le résultat économique avec le nombre d'abonnements qui ont été vendus, le chiffre d'affaires que ça a généré et aussi la marge pour les différents acteurs. Bien entendu, le résultat écologique, le nombre de livres qu'il a fallu fabriquer pour générer ce chiffre d'affaires et un peu essayer de calculer le nombre d'émissions de CO2 par lecture, comme ça paraît un peu, mais on veut aussi documenter ça. Et puis aussi les changements de comportement, en fait, ce que ça a pu créer comme, chez les clients comme nouvelles habitudes. Pourquoi, en fait, ils ont pris cet abonnement? C'était pour quel usage? Ce que ça a pu générer comme nombre de lectures par abonné. Et surtout, évaluer, puisqu'on nous a beaucoup opposé comme argument le risque de cannibalisation, en fait, de l'achat du neuf et que ça pourrait fragiliser quelque part le modèle économique des libraires et des éditeurs si finalement il y a cannibalisation. Juste pour rappeler aussi notre posture, je regarde l'heure pour ne pas parler trop longtemps. Ce qu'on voulait aussi expérimenter, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été maintenant faites, qui sont ce que l'on considère, nous, de l'ordre de l'éco-responsabilité et des éco-gestes. Et ce qu'on voulait avancer avec cette expérimentation, c'est vraiment des changements systémiques. Parce qu'on sait que si on veut aller un peu plus loin, eh bien, il va falloir qu'on travaille tous ensemble et qu'on aille un peu plus loin que juste l'éco-conception est un levier, par exemple, mais voilà, réfléchir ensemble à d'autres modèles.
Notre posture aussi, c'est de l'expérimentation. On ne sait pas du tout ce que ça va donner, on n'est pas du tout dans appliquer des solutions, on veut explorer, on n'a pas du tout de solution tout de suite en arrivant, ça va marcher et c'est comme ça. Non, on fait des hypothèses. Pardon, j'ai passé trop vite. Et d'avoir un objet aussi qui soit un objet de travail commun pour susciter la coopération en fait entre les acteurs de l'écosystème libre et que ce soit aussi finalement cet objet de travail un objet pour créer des espaces de réflexivité, comme on dit, et de concertation, en fait, pour questionner nos métiers et nos pratiques. Alors, comment ça marche maintenant, très concrètement, une fois que j'ai dit tout ça? Cet abonnement, en fait, que l'on propose, il est enfin, surtout proposé par les libraires pour une durée fixe. Donc ça, on s'est entendu avec les libraires pour qu'il court de octobre, donc là, cette année, octobre 2025, jusqu'à la fin de l'année scolaire. On propose 29 titres. Et l'idée, c'est que quand on s'abonne, donc on va en librairie, les libraires présentent l'offre, l'abonné souscrit à un petit papier, et une fois qu'il a payé son abonnement de 29,90 €, je ne l'ai pas dit encore, il peut prendre un livre à la fois, le garder aussi longtemps qu'il le souhaite, vraiment, un jour, il peut revenir dès le lendemain, voire une heure après dans sa librairie s'il le veut, ou 2 mois après. Mais en tout cas, pendant toute la durée de l'abonnement, il fait comme ça. Il prend un livre, il le ramène chez lui, il le ramène à la librairie une fois qu'il l'a lu, et il continue comme ça jusqu'à temps d'avoir lu les 29 titres. La librairie n'a pas besoin de gérer les rappels et les retards, hein. C'est le lecteur qui est le plus autonome possible. Donc le prix de l'abonnement, je l'ai dit, est à 29,90 €. Comment ça se passe? C'est que le libraire, lui, il achète les livres aux éditeurs au prix habituel, à ses conditions commerciales habituelles. Et après, il va reverser un supplément, un pourcentage en fait du chiffre d'affaires qui a été généré par l'abonnement aux éditeurs, qui lui-même s'engage à reverser en fait une partie de ce pourcentage à ses auteurs. Cette contribution, elle va être basée sur le prix de l'abonnement et son montant, elle est vraiment fixée par un contrat qui a été souscrit entre les auteurs, les éditeurs et les libraires. Alors, l'assortiment, comme je le disais, c'est 29 titres, c'est 10 maisons d'édition partenaires et on a choisi, en fait, après beaucoup de réflexion, d'aller sur la catégorie d'âge des 9-12 ans. Alors, pourquoi on est allé sur une offre de jeunesse voilà, instinctivement? C'est qu'en fait, nos partenaires étaient des éditeurs jeunesse. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est dirigé vers plutôt la littérature jeunesse, mais on aurait pu aller explorer bien d'autres segments littéraires. Et on s'est, après beaucoup de discussions avec les libraires et les éditeurs, plutôt dirigé vers la tranche d'âge 9-12 ans, parce que les libraires nous ont expliqué, et Caroline, tu pourras rebondir, que c'était une tranche d'âge qui demandait encore beaucoup de lecture, qui n'était pas forcément encore décrochage et qu'il fallait un peu la nourrir. Voilà, donc on s'est dirigé vers ça. À l'intérieur de cette offre jeunesse, on a vraiment voulu mettre différents genres, que ce soit aussi bien du roman, du documentaire, de la bande dessinée, du théâtre, puisque notre objectif, c'était vraiment d'encourager la curiosité et la diversité, donc d'aller vers la découverte. Alors souvent, on nous oppose et on nous demande, ouais, d'accord, mais alors en fait, c'est un peu le principe de la bibliothèque, donc c'est quelle est la différence et pourquoi vous faites ça? Nous, on considère déjà en première chose que la bibliothèque et la librairie sont deux pratiques de lecture très complémentaires. Il y a aussi des gens qui ne vont pas en bibliothèque. Enfin voilà, il y a vraiment toute une complémentarité. Et d'ailleurs, je rebondis juste, il y a une étude qui vient d'être menée par le ministère de la Culture sur les pratiques de lecture en littérature adulte, par contre, entre la bibliothèque et la librairie. Et je vous invite à la lire, on pourra la mettre en ressource, parce que c'est très éclairant, justement. Et ça montre à quel point les deux sont complémentaires. Dans cet abonnement, en fait, on a voulu aussi privilégier des titres qui ne sont pas toujours disponibles en bibliothèque pour encore plus renforcer cette complémentarité. Et puis, on avait envie de valoriser la prescription du libraire et d'essayer de remettre en avant des fonds des éditeurs. Bien sûr, il n'y a pas de délai non plus pour rapporter son livre. On a une sélection qui est beaucoup plus limitée et qui est toujours disponible, contrairement aux bibliothèques. Et surtout, on a la possibilité d'offrir un abonnement. On a aussi possibilité d'offrir une carte en bibliothèque. Mais c'était aussi pour réfléchir à soutenir l'économie de la librairie.
Alors, ce que le bureau des acclimatations a fait, c'est juste vite faire un focus, parce que parfois, on pourrait se dire, qu'avez-vous fait dans tout ça? C'est que nous, on a fait le lien et la coordination, on a vraiment co-construit l'assortiment avec les libraires et on a aidé à la contractualisation avec les éditeurs. On a travaillé sur des supports de communication, que ce soit papier ou web, puisque c'était une offre avec plein d'éditeurs et d'auteurs et d'autrices différentes, mais aussi 3 librairies. On a travaillé à un outil de simulation économique aussi qui nous a permis de voir les seuils à partir de combien d'abonnements vendus le libraire justement pouvait marger. Et puis, on est à l'accompagnement des libraires quand ils ont des questions, des éditeurs, le suivi, pour imaginer aussi des dispositifs d'animation pour accompagner tout ça. Et puis surtout, nous, ce qu'on veut documenter, c'est ce que va générer cet abonnement, justement tous les freins. Et à la fin, on a vraiment envie de rendre compte de ce travail, un peu d'évaluation de tout ce que ça a pu générer comme effet utile, les retombées économiques, voilà, et tout ça. Ça, je vous le passe vite fait, c'était vraiment en fait les différentes étapes que nous avons dû traverser et aussi ce qu'on va documenter. Par exemple, j'ai oublié de parler de la fin de vie justement des livres qui ont été empruntés et qui vont peut-être s'abîmer. Tout ça, c'est ce qu'il faut qu'on observe dans l'expérimentation. Voilà, donc ça, ce sont les outils qu'on a créés de support de communication qui ont été réalisés par la graphiste Charlotte Delettre. Et je conclus, parce que j'ai été rapide, après je vais laisser la parole à nos 3 invités. Les prochaines étapes, c'est qu'on sera au Salon du livre de la presse et jeunesse de Montreuil le 1er décembre. On va aussi présenter à plusieurs voix l'expérimentation. Et le 21 janvier à Montrouge, il y aura une concertation juridique dans les bureaux de l'ADEME qui nous soutient sur ça, justement, puisque ça a posé de nombreuses questions juridiques. Si vous en avez, j'essaierai d'y répondre, mais je ne suis pas spécialiste, donc je ne pourrai peut-être pas répondre à tout. Mais Camille sera là en soutien aussi, voilà, pour y répondre peut-être. Peut-être qu'on peut faire un premier temps de questions si vous en avez d'éclaircissements avant de laisser la parole à Camille, Cécile et Caroline. Et j'arrête mon partage d'écran. Alors, moi, j'en ai une. Je me permets, comme il y a la cohue pour les questions, je prends le pas. Petite question qui concerne un peu l'édition indépendante. Je vois que ce que vous avez mené, c'est avec des gros groupes. Alors, je précise, c'est sans aucun jugement, parce qu'on aime bien dire les gros sont méchants, les gentils sont petits et tout ça. Moi, c'est sans vraiment aucun jugement ni a priori politique ou autre. Ça a été donc expérimenté avec des groupes qui ont des épaules solides. Est-ce que ce type de démarche serait envisageable avec des plus petits éditeurs, éditeurs indépendants et autres? Voilà, c'était juste pour justement faire découvrir leur diversité, puisqu'il y a souvent des libraires qui ont qui nagent un petit peu, donc des lecteurs, lectrices qui nagent un petit peu dans le paysage. Voilà. Euh, Camille, tu veux répondre ou... Bon, vous aviez invité des Mm. indépendants et on en a dans la sélection, là, parce que du coup, il y a les éditions Pantera, Memo. Ouais, en fait, finalement, il y a Milan qui est dedans et effectivement Pulp Fiction et PKJ qui appartiennent au groupe Editis, donc ça fait 3 éditeurs, mais les 7 autres maisons d'édition sont des maisons d'édition indépendantes. Memo, Pantera, Helvétique, Dada, là j'en oublie, je les ai plus sous les yeux. Théâtrale. Voilà, donc en fait, les 7 autres maisons d'édition sont indépendantes. Et là, c'est que le modèle et les partenaires du projet, qui étaient notamment Milan et Bayard et Nathalie Bachelier, qui a été au début de la réflexion, font partie de cette offre. Mais bien entendu que ça peut tout à fait correspondre pour les éditeurs indépendants. Mais nous, ce qu'on avait aussi envie, c'est justement, comme tu dis, de ne pas opposer gros et petit. Et c'est ce qui était intéressant dans cette expérimentation, c'est comme quoi c'est possible en fait. Et que, en fait, Milan, Editis, qui sont des plus gros groupes, ont aussi, grâce à la coopération, permis des choses. Enfin voilà, c'est vraiment en mode circulation et échange. euh, Ça a permis d'aboutir à cette expérimentation. Donc comme quoi, quand on travaille ensemble, on peut aussi arriver à des changements systémiques. Voilà. Merci. Voilà, la co-construction, c'est un bel exemple C'est apparemment. ça, allier les forces des uns et des autres, en fait, la Exactement. Bah, complémentarité. merci pour ta réponse. Je vais rebondir aussi parce que justement sur la présence de petits éditeurs qui ont une proposition plus
euh, avec une identité peut-être plus marquée, identité graphique, de contenu, voilà, des propositions un petit peu différentes. Moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai redécouvert des titres en fait à côté desquels j'étais passée complètement, que j'avais pas en fond. Et les premiers titres qui sont sortis, que mes abonnés ont empruntés, c'était des titres que moi j'avais loupés, et notamment de maisons d'édition indépendantes. Je pense aux bandes dessinées de La Joie de lire, par exemple, qui ont été empruntées et appréciées. Pareil, la bande dessinée Pluie de chez Pantera, qui a fait partie des premiers titres empruntés par mes abonnés. Et donc, voilà, la participation de maisons, de plus petites maisons, qu'on a moins l'habitude de voir euh, dans les rayons de librairie, permet justement aux lecteurs de découvrir sans risque, entre guillemets, en tout cas sans risque économique pour les parents qui souvent veulent être sûrs que ça va plaire. Donc là, c'est vrai que l'abonnement permet ça aussi, quoi, de retravailler des fonds et de redécouvrir des livres à côté desquels on était passé. Et puis peut-être à terme de proposer une... Donc là, la sélection, il y en a une expérience sur une petite sélection unique, mais dans l'idée des sélections, s'il y en avait plusieurs, quand il y aura plein de petits abos partout, il y a aussi cette idée qu'il y a une diversité dans la sélection, qui est aussi peut-être des titres plus évidents pour les lecteurs, lectrices, pour les accrocher, sans les intimider, enfin voilà, qu'il y ait une entrée en matière un peu pour une diversité de lecteurs aussi. Donc, enfin, je pense que le côté divers et éclectique est hyper important dans ce petit panel qui est proposé. Mais là, je pense que moi, dans la présentation de labo, de la formule labo, aux, aux potentiels abonnés. J'ai toujours gardé en main le petit livret qui présentait toute la sélection, et les livres étaient bien sûr à disposition et on les avait sous le coude pour pouvoir leur montrer. Et effectivement, il y a des livres, typiquement chez Milan, c'est pas parce que vous êtes là, mais le livre pour créer des escape games, c'est voilà, tout de suite les gamins se sont dit ah bah ok, il y a ça. Le livre de cuisine, pareil, a fait partie de celui enfin, des premiers empruntés. Bon, on repère des choses que visuellement on connaît, qu'on a déjà pu voir, et en même temps, voilà, il y a des choses à côté. Donc ça permet de voir une diversité. C'est un effet de loupe en fait. Parce que bon, c'est vrai que moi, dans la librairie, souvent, enfin, souvent, je sais pas, mais chez moi en tout cas, c'est le cas, l'espace est un peu saturé. Et de fait, avoir une sélection comme ça plus restreinte, on a quand même un effet de loupe. On peut voir des titres qui sont peut-être plus faciles d'accès parce que qui correspondent plus à ce qu'on a l'habitude de voir. Et en même temps, ça permet aussi de montrer la vivacité de la production française, enfin, ou francophone, et des projets peut-être plus ambitieux en termes de contenu parce qu'on va sur des sujets qui sont moins travaillés, quoi. Enfin, moins publiés plutôt. Je poursuis ou vous avez d'autres questions? Moi, je veux bien poser une question dans la continuité. Comment est-ce qu'elle a été faite, la sélection, et comment est-ce qu'il est prévu que soient faites les prochaines? Alors, la sélection, elle a été faite comment? On est parti déjà de nos éditeurs partenaires, donc qui étaient Milan et le groupe Editis. Et après, on est allé démarcher plein d'éditeurs. Ah, en fait, d'abord, on a fixé la tranche d'âge, pardon. En fait, vous m'arrêtez, hein, Camille et Caroline, parce que je vous assure que enfin, c'est un an de travail, on a fait beaucoup d'allers-retours, on a beaucoup changé, voilà, de direction, parce qu'on avait quand même beaucoup de contraintes. Mais donc, on est parti au début de ça, avec les libraires. Au début, on s'est dit, est-ce qu'on va sur les albums? Est-ce qu'on va sur les ados? Au début, on était plutôt parti sur les ados. Après, on s'est dit, non, plutôt les 9-12 ans. Donc, on a regardé dans le catalogue Milan et donc le groupe Editis, donc PKJ et Pulp Fiction. Et puis après, on est allé démarcher, en fait, des éditeurs. On en a fait beaucoup. Donc, certains ont refusé parce que bah, au début, on n'était pas très clair, hein, je vais être honnête, hein, on a tâtonné, donc notre discours devait peut-être pas être très convaincant en disant, ouh là là, c'est quoi ce truc? Et puis on avait aussi des questions juridiques qui n'étaient pas résolues. Et donc voilà, c'est comme ça. Après, on a demandé aux éditeurs de nous soumettre des titres en se disant potentiellement cet auteur ou cette autrice va être d'accord. Il fallait pas que ce soit des achats parce que sinon ça compliquait aussi la chose. Donc il fallait plutôt, et ça c'est intéressant aussi, on valorise la création française ou francophone.
Et après, bah, voilà, on a soumis cette première sélection des éditeurs aux libraires qui nous ont dit, bah, moi je vais ça, ah puis tiens, je vais te rajouter une suggestion. Donc là, on a aussi été dans la construction de la sélection, ce qui demande du temps. Voilà. Et enfin, nous, par exemple, j'ai travaillé avec ma contrôleuse de gestion, on a regardé les fiches des livres, on a choisi des livres qui tournent un peu, mais pas beaucoup, qui ont un fond un peu, un stock un peu immobile, et on s'est dit que ça allait revitaliser, en tout cas le faire bouger. Et c'est aussi typiquement la recherche, enfin, l'ambition du projet de labo, c'est de venir ressortir ces bouquins qui peut-être d'ici 2 ou 3 ans vont être pilonnés ou déstockés. Il y avait cette idée-là, c'était un peu d'anticiper ça, de rebooster une mise en avant de titres, le redynamiser, et puis bah, d'aller puiser dans ces stocks qui ne bougent pas trop. Donc c'est un peu avec ces lunettes-là qu'on a choisi les livres. Et mais effectivement, il y a plein de contraintes différentes. Il y avait aussi les auteurs avec qui on était en contact, parce qu'on voulait. Ça a pris 18 mois tout ça, mais du coup, il fallait quand même pouvoir contacter les auteurs facilement, les convaincre assez facilement. Donc il y a aussi une identification d'affinité. Et puis la tranche d'âge, oui, bah, c'est vous, du coup, Pamela, qui avez, avec toutes ces données-là, de tous les éditeurs différents, à un moment, tu t'es dit, OK, bah, ce sera du 9-12, avec plein de rayonnages différents, mais ce sera du 9-12. Mais c'est vrai que ça aurait pu être différent. Enfin, on aurait pu partir dans de la BD adulte ou quoi. Enfin, il y a plein d'autres idées de choses à faire en suivant, quoi. De toute façon, l'idée, c'est que c'est vraiment une expérimentation, donc c'est forcément imparfait. C'est forcément, il y a un moment, il faut trancher. La volonté, c'était vraiment aussi d'avoir tous les genres, enfin, oui, du documentaire, de la bande dessinée, du roman. Au départ, on était parti sur un 8-15, je crois, hein, les toutes premières, les toutes premières suggestions. Et on s'est dit que le grand écart allait être peut-être un peu trop important. Mais quand on a resserré, on s'est dit, voilà, on a peut-être aussi affaire à un lectorat qui est encore pas forcément bien installé dans des pratiques de lecture, qui se cherche encore peut-être un peu. Et donc, on a essayé enfin, moi, je sais que de mon côté, quand j'ai réfléchi à des titres à proposer, je suis partie des quelques maisons d'édition qui étaient déjà sélectionnées. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait correspondre à cette tranche d'âge-là, qui pourrait être intéressant en termes de sujet. Alors après, mes propositions n'ont pas forcément été retenues ou ça n'a pas forcément été possible de les intégrer, hein, parce que comme disait Pamela, voilà, il y a tout un travail sur les droits d'édition qu'il faut faire aussi. Mais voilà, l'idée, c'était d'avoir de la variété, proposer à la fois des titres un peu entre guillemets rassurants parce que qui correspondent un petit peu au goût. On a quelques titres avec des personnages de mythologie, par exemple. On sait que souvent ça fonctionne assez bien sur cette tranche d'âge-là, mais aussi de proposer des choses qui soient, enfin des titres qui soient un peu plus prise de risque entre guillemets, quoi. Voilà. Moi, j'ai une question alors non pas sur la sélection, parce que je vois bien tous les avantages, hein, il n'y a pas de souci. Euh, Pardon, je me présente, Ingrid Ledru, le livre en fait à Figeac. Euh, c'est la question de la rémunération. Je vois pas bien là aujourd'hui comment ça fonctionne, puisqu'on parle de plus juste rémunération et je vois bien l'idée. Mais du coup, où ça se situe? C'est-à-dire à quel moment dans l'organisation du projet, le libraire, l'éditeur et l'auteur sont rémunérés comment et mieux? Ok. Est-ce que Camille, tu veux y aller ou... Bah écoute, tu compléteras, mais du coup, c'est Ouais. ce reversement d'une partie du chiffre d'affaires, hein, des abonnements du libraire vers l'éditeur, en fait, qui vient en plus du droit premier qui s'applique à l'achat, qui plus est ferme. C'est a priori de la vente ferme, donc déjà, il y a pas d'effet retour. Donc ça, c'est quand même assez sécurisant. Et en plus, il y a ce reversement d'une partie du chiffre d'affaires à l'éditeur qui, lui, s'engage à en faire 50-50 pour lui et à reverser aux auteurs. Oui, mais je visualise pas. C'est-à-dire que où se fournit le libraire, sur quelle base de remise, c'est-à-dire comment s'organise la chaîne. Si on reste dans la chaîne traditionnelle du livre et qu'on y met le diffuseur et le distributeur, c'est mort. Et de quel chiffre d'affaires vous parlez? Est-ce que c'est lié aux abonnements ou est-ce que c'est lié à des stocks qui seraient commandés pour vendre? Parce que suite aux abonnements, du coup, il y a des achats. Voilà, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez essayer de Oui. détailler un peu? Parce que là, pour le coup, je vous avoue, c'est pas clair du tout.
Mhm. Je comprends et c'est difficile à expliquer et c'est pour ça qu'on a un tableur de simulation économique qui mériterait à ce que, on l'explique. Mais en gros, le libraire, déjà, il achète les livres une fois. Donc pour l'éditeur, on est d'accord, et pour les auteurs, c'est là la rémunération classique. Voire, il achète les livres plusieurs fois, puisque pour l'abonnement, on a une sélection de 29 titres, mais il va falloir acheter le titre plusieurs fois si on vend plusieurs abonnements, parce qu'il faut toujours qu'il y ait des titres disponibles pour les lecteurs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà une première économie un peu classique. Mais après, il va aussi vendre, donc le libraire, là, génère du chiffre d'affaires pour les éditeurs et les auteurs, et diffuseurs et distributeurs, là, c'est les classiques. Et après, il va vendre des abonnements. Donc, ça va générer du chiffre d'affaires supplémentaire. Et quelque part, l'éditeur, lui, aura moins de coûts de fabrication, puisque le livre, on va générer de la rémunération plusieurs fois sur un même livre. C'est-à-dire que ce livre, là, je sens que je suis en train de perdre tout le monde. Je vous vois froncer les sourcils. Euh, C'est-à-dire que bah, le livre, je le fabrique une fois, il va être acheté par mon libraire, ok. Mais après, je vais générer de la rémunération, mais j'aurais pu à le fabriquer, en fait, en tant qu'éditeur. Donc, en fait, on va économiser des coûts de fabrication, des coûts de transport, etc. Et on va générer, en fait, on va vendre de l'usage plutôt que de la propriété. Et sur ça, on est dans de l'économie, un peu de la fonctionnalité. En revanche, là où c'est ce qu'on doit explorer dans notre modèle économique, c'est qu'il y a un seuil, un nombre d'abonnements à vendre pour que ça commence à être intéressant pour le libraire et les éditeurs. Et c'est ça qu'on doit observer. Si on ne vend que 5 ou 10 abonnements, non, ça ne va pas être intéressant économiquement pour chacun. Et dans l'idée, c'est qu'effectivement, c'est de l'achat ferme et qu'à la fin de l'abonnement, les livres, donc ils auront beaucoup tourné, le lecteur aura, enfin l'abonné aura le droit de garder un livre, mais après, en fait, ces livres pourront être revendus d'occasion. Donc ça va encore générer, en fait, une autre, voilà, une autre rémunération. Alors, je précise, ok, on achète le livre, mais du coup, on l'achète à qui? Parce que si on l'achète dans le circuit traditionnel, ça veut dire qu'on doit faire avec la remise de chaque libraire. Donc, Oui, comment ça se gère en fait sur l'amont de la chaîne pour que le prix d'achat soit le même pour tous les libraires? Parce que sinon, le prix de l'abonnement n'a pas du tout le même impact, hein. Si on part sur la remise du libraire et qu'il y a des libraires qui ont des remises à 35, des libraires qui ont des remises à 38, en fait, comment est organisé l'achat pour que cet abonnement, que ce soit en cadre d'expérimentation ou en cadre de déploiement, finalement, soit bénéfique à tout le monde. C'est une réorganisation quand même. Alors là, le prix, c'est aux conditions commerciales habituelles. C'est-à-dire que Caroline, quand elle a acheté ses livres aux éditeurs, c'était aux conditions commerciales habituelles. Et c'est aussi pour ça que dans le tableur de simulation économique, les trois libraires n'ont pas les mêmes remises partout chez les mêmes éditeurs. Donc ça ne va pas être en fait le même modèle économique à chaque fois. Donc ça veut dire que certains libraires vont peut-être devoir vendre plus d'abonnements que d'autres. Et c'est tout ça qu'on observe. Et après, peut-être c'est ce qu'il faudra qu'on expérimente de négociation avec les éditeurs sur voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de peut-être d'augmentation des remises, des conditions commerciales un peu spécifiques à l'abonnement. Ben, moi, je ne vais pas m'avancer dans ça, mais c'est ce qu'on va devoir observer. Est-ce qu'il a été envisagé, je terminerai sur cette dernière question, de squeezer diffuseurs et distributeurs? Non. Pas à ce stade. Il y a une question dans le chat. Pamela, si tu peux. Oui, bien sûr, pas de problème. Alors, bonjour. Le libraire, il achète plusieurs fois 29 000 livres, mais ne les vend pas. Son gain égale l'abo dont il reverse une partie à l'éditeur. Par conséquent, à partir de quand est-ce intéressant financièrement pour lui? Alors, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer précédemment, c'est un peu compliqué, mais ça, c'est dans un tableur, en fait, on fait plusieurs simulations. Ça dépend de sa remise commerciale et ça va dépendre surtout du nombre d'abonnements qu'il va réussir à vendre. Nous, on a calculé hein, pour certains libraires, s'ils vendent moins de 20 abonnements, ça risque de ne pas être rentable économiquement. Donc il y a quand même un challenge aussi, et ça fait beaucoup 20 abonnements pour une expérimentation. Donc il est très fort probable que là, commercialement, ce ne soit pas une réussite, mais c'est pas vraiment ce qu'on a envie d'explorer en fait. Et ça ne peut pas être une réussite d'ailleurs dès la première fois. On va aller à tâtons. Mais Et tout l'intérêt de l'expérimentation. Exactement.
Si tu me permets, j'ai une question aussi sur ce sujet, même en tant qu'autrice, mais parce que je pense que vraiment cette question du modèle économique, c'est un peu le nerf de la guerre, et comme mon livre s'intéresse à l'argent, ça me fascine aussi d'entendre la discussion sur ce sujet-là. Et juste pour clarifier, Pamela, dans ce que tu disais, donc le stock doit être acheté en amont du nombre d'abonnements vendus. Pour un livre de chaque sélection des 29 titres, pour chaque abonnement vendu. Est-ce que le modèle pourrait pas être inversé pour que les abonnements soient vendus en premier lieu et qu'en fonction du nombre d'abonnements vendus, on puisse estimer le nombre de livres dont on a besoin et peut-être pas se dire qu'on a besoin des 29 pour chaque abonnement vendu. Parce que si les livres tournent, le stock tourne. Donc tout le monde n'utilise pas mon livre au même moment dans la librairie, par exemple, si on a vendu 10 abonnements. Peut-être une personne là. Alors là, c'est des questions de probabilité et peut-être l'intelligence artificielle peut nous aider sur ce genre de choses. Ce serait une des fonctionnalités utiles. Mais je me demande juste si, voilà, ça complexifie peut-être le modèle, mais est-ce qu'il n'y a pas une piste de réflexion autour euh, du besoin d'acheter du stock en amont, des probabilités que tous les livres, de mutualiser quelque part en fait un stock de livres dont on peut aller piocher en fonction des choix des lecteurs sur les 29 titres. Ça fait quand même beaucoup, 29 titres à lire. Quelles sont les chances que tout le monde ait envie de lire les mêmes livres proposés? Mm. Tout à fait, mais c'est une vraie interrogation. Là, si tu veux, pour le lancement, on avait déjà besoin de beaucoup de pédagogie aussi et d'explications auprès des clients. Donc déjà, d'une, il faut à minima une sélection pour qu'ils soient visibles en librairie, que les gens puissent les feuilleter, ça c'est minimum. Mais dans l'idéal, tu as raison, si on voulait vraiment, ça serait souscrire les abonnements avant de lancer la commande de livres et de pouvoir affiner. Là, on ne pouvait pas en fait. Donc, ce qu'on a fait avec Caroline, hein, tu peux en témoigner si tu veux, c'est plutôt, on t'a acheté quoi, deux sélections? T'as J'ai pris deux. commencé par acheter une sélection pour référencer tous les ouvrages, pour pouvoir les présenter au moment où on a fait le lancement et où on a souscrit les premiers abonnements. Et ensuite, j'ai ciblé en fait ceux que j'ai aidés. Et pour l'instant, moi, j'ai pas eu encore énormément d'abonnements. On va relancer une deuxième salve de conquête d'abonnés. Donc, j'ajusterai au fur et à mesure. Mais pour l'instant, moi, avec deux sélections, j'ai assez pour faire tourner les livres. Pour le moment, ça ne se chevauche pas. C'est-à-dire que j'ai pas eu d'abonné qui m'a dit, ah, bah, je voulais prendre celui-là et il n'est pas là. J'ai pas cette problématique-là pour l'instant. Mais je Et, suis peut-être pas celle qui a le plus d'abonnés dans les trois libraires aussi. hum. Marion, je sais qu'à Montreuil, elle avait déjà pas mal d'abonnés, donc peut-être elle aurait pas tout à fait le même retour que moi. Après, on appuie aussi dans l'accompagnement des lecteurs à dire, bah, parfois, il y aura peut-être un titre qui ne sera pas disponible que vous vouliez emprunter. Enfin, c'est aussi le jeu, en fait, hein, qui est une circularité. Oui, et puis en fait, ça se passe plutôt bien là-dessus. Et j'en profite, petit tips enfin tips, pour les libraires. Moi, j'ai profité aussi de réassorts de commandes de fonds, en fait, pour glisser des titres de labo dedans, Mm. pour mettre un petit peu des conditions un petit peu plus favorables économiques, enfin des conditions économiques un peu plus favorables. Alors, avant de poser la question qui est dans le chat, j'ai une question un peu peut-être naïve. C'est comment cette sélection apparaît physiquement dans la librairie? Est-ce qu'il y a une table dédiée, une étagère? Comment ça se passe? Parce qu'on a vu qu'il y avait des outils de communication, etc. Très... Mais par contre, visuellement, comment ça se matérialise au sein de la librairie? Alors, quand on a fait le lancement avec Pamela et Fanny, on avait. Alors, moi, la librairie est sur deux niveaux et le rayon jeunesse est à l'étage. Et pour rendre visible, j'avais débarrassé une table qui est au rez-de-chaussée, dans le passage, pour attraper vraiment les gens au passage. Donc, j'avais présenté la sélection, a dû bien rester facilement 15 jours, sur cette table qui habituellement est occupée par l'actualité politique. D'accord. Et à l'issue de ce temps de présentation, j'ai dégagé un espace spécifique pas loin de mes romans. Donc, il y a un espace spécifique avec un présentoir, une affiche disposée dessus. Les livres sont tous tickets, hein, donc on a tous ils ont tous un autocollant, deux autocollants en fait, un sur la couverture, un sur le code barre, pour qu'ils ne soient pas confondus avec le reste de l'offre de la librairie. Donc, pas de danger que
un livre qui figure dans l'abonnement passe en caisse. Voilà. Donc là-dessus, ils sont bien identifiés. Et donc, oui, moi j'ai mis un présentoir. Je sais que les collègues ont fait un peu pareil sur des étagères. Donc, on a vraiment un espace spécifique pour l'abonnement, la sélection. Ok, merci. Alors, il y a deux questions de libraires dans le chat. La première question, donc, la librairie, il était une fois. Comment est-ce que vous répartissez les 29,90 € entre les différents partenaires? Tout à fait. Eh bien, sur l'éditeur, c'est-à-dire qu'il va y avoir un chiffre d'affaires qui va être généré par l'abonnement. En tout cas pour la répartition aux éditeurs, la contribution est de 6% du chiffre d'affaires. Pareil Camille, hein, et Cécile et Caroline, vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Donc la contribution a été fixée de 6% à reverser aux éditeurs, qui lui-même reversera en fait cette part du chiffre d'affaires, 50% aux auteurs et aux autrices. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Mais en tout cas, le chiffre d'affaires, voilà, est réparti entre tous les éditeurs de manière totalement équitable. C'est 6% du chiffre d'affaires. Et après, alors selon le nombre de livres, si un éditeur forcément a 2 livres, il va avoir voilà, plus. Mais en tout cas, après, il y a 50% qui est reversé aux auteurs et aux autrices de cette contribution. Et sur le... Oui, Cécile, vas-y. Non, si ça vous intéresse, je peux vous donner l'exemple concret, ce que ça donne en euros, parce que c'est nous, enfin nous en tant qu'auteurs, c'est vrai qu'on a demandé aussi au moment de signer les contrats avec nos éditeurs qu'est-ce que ça veut dire. Donc nous, on a fait le calcul, moi avec la maison d'édition Helvétique en Suisse, qui a publié mon livre. Et en gros, pour vous donner une idée, grosso modo, bah, avec ces 6% du chiffre d'affaires, on avait calculé que c'était un peu moins de 2 € par livre. De revenus supplémentaires liés à labo, à la vente de labo, 1,85 € pour être plus précis. Et donc à partir de là, comme Pamela l'a dit, c'est divisé 50-50 entre les éditeurs et les auteurs. À savoir que dans les livres jeunesse, généralement, on est souvent deux auteurs, il y a l'auteur et l'illustratrice. Donc la partie auteur est de nouveau divisée en deux. Donc c'est 50% l'éditeur, 25% pour l'autrice, dans mon cas, 25% pour l'illustratrice. Donc on arrive à peu près 50 centimes d'euros de revenus supplémentaires pour moi en tant qu'autrice dans ce modèle qui est lié à l'abonnement. Donc bien sûr, c'est pas des sommes faramineuses, on s'attend pas. Mais de nouveau, ça va être une question d'échelle, bien sûr. Et puis surtout, je pense que nous, en tant qu'auteurs, on est très intéressés par l'impact de nos livres aussi, au-delà de côté économique. C'est est-ce que les livres vont être lus, est-ce qu'ils vont être appréciés, est-ce qu'ils vont amener quelque chose aux gens à qui on s'adresse. Et puis, on pense quand même qu'à travers ce modèle, enfin moi personnellement, il y a quand même un effet de, de partage, de bouche à oreille qui peut entraîner une dynamique autour des livres. Et ça, c'est aussi un peu la clé du succès, c'est d'arriver à toucher plus de monde au départ pour que ceux qui aiment puissent en parler autour d'eux. Donc voilà, pour vous donner un peu aussi des chiffres, mais pour indiquer que c'est vrai que je pense que la question économique se pose, elle est importante, mais il y a aussi des aspects non économiques qui sont pris en compte pour, en tout cas, les auteurs et j'imagine aussi d'autres participants de la chaîne de valeur. Euh, La Merci. deuxième question, donc toujours par une libraire, donc le livre en fait. Combien d'abonnements dans les 3 librairies à ce jour? Bah, Caroline, je te laisse répondre. Pour Bah, toi? pour l'instant, moi, j'en suis à 7 parce que je m'en suis occupée. J'ai été très prise sur octobre et novembre par 2 salons, donc j'ai pas pu refaire un vrai recrutement dans la librairie. Donc, moi, la première semaine d'abonnement, j'ai eu un abonnement par jour. Euh, mais je pense que je vais pouvoir en reglaner quelques-uns là sur novembre-décembre. euh, En lançant justement une communauté de labo autour, un groupe de lecture en fait, autour de l'abonnement qui permettent aux abonnés déjà d'échanger et puis à ceux qui ne le sont pas encore de voir aussi que il se passe aussi quelque chose d'autre autour de l'abonnement et pas simplement je viens emprunter mon livre et puis je repars quoi. Et je sais que je crois que Marion était à plus d'une dizaine à Montreuil, je crois. Je crois qu'elle est maintenant à une petite vingtaine. Donc Voilà. voilà, parce qu'elle avait déjà un peu un modèle et une communauté, en fait. Donc Oui, ça, c'est intéressant à observer aussi. C'est qu'elle avait déjà une communauté qui avait des pratiques dans la librairie
Et en fait, ils ont tout de suite adhéré. Donc voilà. Et Libre Enfant a un peu plus de mal. Elles sont à 5 abonnements. Mais comme toi, en fait, Caroline, elles ne se sont pas encore emparées. On va dire, on a fait un lancement début octobre, mais elles s'en étaient pas vraiment emparées. Et là, elles viennent de publier, j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux, si vous voulez aller la voir, où on voit qu'elles sont regonflées à bloc et qu'elles misent tout, qu'elles misent sur les fêtes de fin d'année pour vendre des abonnements. Voilà. Mais ce qui est intéressant, hein, enfin, à la fois le chiffre et le nombre d'abonnés, évidemment, est important, intéressant. Et en même temps, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes zones de chalandise, on n'a pas du tout le même bassin de population. Donc, voilà, c'est des choses aussi à prendre en compte. Après, l'accueil est plutôt favorable, hein, c'est-à-dire que moi, je sais que j'ai encore un réservoir de 3 4 personnes qui avaient l'air très intéressées. Il va falloir que j'aille les hameçonner, que je les relance. Mais en tout cas, le dispositif suscite de l'intérêt. Pas du tout de méfiance. Alors, il y a des gens qui passent complètement à côté parce que voilà, ça les intéresse pas. Voilà. Ceux qui prennent le temps d'écouter ce qu'on fait, enfin, l'argumentaire autour de l'expérimentation, ça les interpelle quand même à différents points de vue. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même beaucoup de retours sur cette tranche d'âge-là qui, pour un certain nombre, bah, a envie de lire, mais c'est pas trop quoi lire. Donc l'abonnement apparaît comme un outil un peu de remédiation, permettre aux gamins d'emprunter des genres différents pour affiner un petit peu ce qui pourrait leur plaire. Euh, L'abonnement aussi, c'est avoir une pratique, revenir régulièrement. C'est pas forcément des usagers des médiathèques. Voilà, on vient en librairie, mais pas forcément à la médiathèque. Donc il y a plusieurs aspects comme ça qui me laissent penser que bon, déjà on peut faire encore un petit peu mieux en termes de nombre d'abonnés. Mais voilà, en tout cas, l'initiative intéresse, interpelle et suscite aussi beaucoup de discussions. Peut-être plus de discussions qu'habituellement avec Alors, ses abonnés. c'est ce que j'allais vous demander un peu, après s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, mais à toutes les trois, est-ce que vous pourriez un peu dire justement ce que ça a provoqué finalement comme effet, ce début d'expérimentation, peut-être à votre endroit, voilà, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a généré des discussions autres qu'avec les lecteurs? Je sais pas, est-ce que vous vouliez témoigner peut-être de ça? Caroline, tu viens de commencer à le dire, Cécile, si tu veux peut-être. Alors, bah, pour moi, je suis pas sur le terrain, donc on va dire comme les libraires ou peut-être même les éditeurs, comme je disais, c'est quelque chose. Euh, voilà, c'est un livre parmi tant d'autres. Donc, je peux pas encore vraiment tellement bien me rendre des effets, mais je pense que euh, le côté expérimentation de nouveaux modèles, je pense que c'est très attrayant. On sait qu'il y a euh, beaucoup de raisons, et vous les avez énoncées, pour essayer de revaloriser la place des livres tout en réduisant les impacts. Je pense que les gens cherchent des modèles hybrides entre essayer et posséder utiliser parce qu'on a envie de lire ou de faire découvrir en tant que parent. Je sais que ça a été juste dit par Caroline aussi, on a envie d'essayer de montrer à nos enfants le plus de livres possible pour voir ce qui les intéresse. Je pense en tant qu'auteur, on sait qu'on est aussi en compétition contre les écrans et toutes les autres formes de divertissement qui peuvent séduire les jeunes. Donc voilà, c'est un âge critique. Je trouve vraiment intéressant ce concept hybride dans l'abonnement, très innovateur de garder un livre qui nous plaît à la fin. Donc il y a quand même, on en essaye plein, mais on peut aussi en garder un. Donc je pense que ça c'est vraiment entre le côté librairie classique et le côté médiathèque, bibliothèque, et du coup ça amène une certaine complémentarité. Moi je sais que je suis très enthousiaste par rapport à ce projet. Bien sûr, il est aussi, il s'inscrit dans toutes les idées que j'essaye de faire passer à travers mon livre sur l'économie du partage, etc. Donc oui, c'est chouette pour moi de pouvoir en parler autour de moi, de montrer que c'est pas que des idées qui sont dans le livre, mais que dans la pratique, on amène des modèles qui essayent de le faire vivre dans la réalité. Et je pense que voilà, c'est une question de changer les mentalités, ça prend un peu de temps. C'est des nouveaux modèles. Mais c'est un travail de longue haleine aussi. Il faudra beaucoup communiquer dessus, je pense, pour que les gens aient conscience du fait que ça existe, cette option. Et il faut espérer, voilà, que la mayonnaise prenne.
Et c'est vrai qu'une fois qu'ils étaient prêts, ces carnets, ces livrets distribués, là, à partir du 1er octobre, le projet, il a vraiment existé et pris forme. Et en fait, moi, j'ai vu la bascule dans le regard de mes collègues là, au sein de la maison. Tout d'un coup, OK, c'était évident, mais il a fallu tout ce chemin de se déplacer. Enfin, dans le cas de moi, concrètement, chez Milan, il a fallu acculturer différents services et les convaincre, services juridiques, la logistique, le commercial, pour les embarquer dans cette expérimentation, même à petite échelle. Donc, consacrer du temps pour une toute petite expérimentation dans une maison comme la nôtre, bah, c'est pas toujours facile parce que bah, faire beaucoup pour petit, c'est compliqué. Et donc, il a fallu voilà, embarquer tout ça. Mais c'est vrai qu'une fois que le projet existait, c'est devenu assez évident. Et j'ai trouvé ça hyper enthousiasmant parce que du coup, on se dit, bon, OK, une fois que c'est là, maintenant, il faut que ça diffuse, en fait. Il faut que ça diffuse, il faut l'éprouver, le faire, le vivre. Du coup, ces groupes de lecture, les enfants qui reviennent régulièrement à la librairie, c'est un espèce de cadeau un peu événementiel où, en fait, à la fois, on lit, on a un livre entre les mains, mais on retourne voir son libraire, on croise d'autres enfants. Enfin, il y a une dimension comme ça qui n'est pas forcément immédiate, mais une fois qu'on l'a, je pense que c'est vraiment satisfaisant. Et oui, pour moi, je pense que ça a vraiment enclenché la notion de coopération, d'éprouver le truc. Avec le groupe de travail avec vous, Fanny, Pamela, c'était un sacré truc. Il y avait toujours un effet boule de neige avec des nouvelles personnes. À chaque fois, on croisait des regards, on se posait des questions et petit à petit, on avançait collectivement. Enfin, ça, j'ai trouvé ça hyper, hyper chouette comme expérience. Et puis finalement, ça enclenche une mise en marche, moi personnellement, mais aussi, je vois pour la maison, il y a ce côté un peu tête chercheuse qu'on peut avoir chez Milan. On est curieux des nouvelles choses, des nouveaux sentiers à tracer. Et pour moi, ça a vraiment enclenché ça au sein du groupe. Voilà, et sachant que tout ça, ça s'inscrit dans la feuille de route RSE Bayard. Bayard, voilà, qui était raccroché au chantier décarboné de livre et l'édition, bah, comme tu l'as présenté, Pamela, en intro. Et voilà, donc ça s'inscrit dans un sentier global, mais voilà, c'est un petit chemin qui est tracé et qui est hyper engageant pour la suite, enfin, de se dire que c'est faisable, en fait, et que c'est productif et qu'on a envie de continuer, quoi. Alors, de mon côté, moi, j'ai recruté une partie de mes abonnés en leur présentant l'expérimentation, l'idée d'expérimenter. Et si on essayait quelque chose? Et en fait, ça leur a plu. Pas le côté ludique, mais le fait de se dire, voilà, on mène une réflexion, vous pouvez en faire partie. Et puis, c'est immédiat, c'est avec quelqu'un qu'on connaît, parce que là, pour le coup, moi, la plupart de mes abonnés, je les connais quand même assez bien. C'est des gamins que je vois depuis un moment. Donc, il y avait ce faire ensemble aussi localement, au-delà du faire ensemble, nous derrière nos écrans, mais essayer de construire un projet à grande échelle, bah, à plus petite échelle locale, se faire ensemble est quand même très intéressant. Et on a ce retour-là. Au niveau pro, euh, moi, j'ai un stagiaire actuellement en DUT. Voilà, ça permet de soulever aussi des questions du qu'est-ce que ce sera la librairie demain, qu'est-ce que ce sera le circuit du livre demain. Là, je reviens d'un salon qui n'a rien à voir avec la jeunesse, mais où il a été beaucoup question d'auto-édition, de rémunération des auteurs, etc. Donc, ça amène aussi euh, bah, des données, justement, pour réfléchir. Labo, ça permet ça aussi, réfléchir à demain et mettre en perspective plein de choses pour les libraires de demain aussi, les auteurs de demain. Euh, je vais revenir sur moi, ce que ça a généré aussi, c'est de faire découvrir à notre public la chaîne du livre. Parce que c'est totalement hermétique hein, pour les clients. Et donc, leur faire découvrir la chaîne du livre, leur parler de maisons, de l'indépendance des maisons aussi. Pas que, mais leur dire voilà comment ça se passe. On a des gros groupes, on a avec des maisons voilà, rattachées, et puis il y a des maisons indépendantes. Il y a ce qui est possible peut-être dans des plus petites maisons ou dans des plus grosses maisons, faire découvrir des catalogues. Ça les a interpellés parce que même s'ils passent régulièrement à la librairie et qu'ils ont accès à tout ce qu'on propose, bah, le regard ne s'arrête pas forcément. Donc là, l'abonnement, ça permet vraiment aussi de discuter plus précisément sur bah, les politiques des maisons. Typiquement, Helvétique, c'est une maison qu'on suit depuis un petit moment déjà, mais c'est pas forcément voilà, leur regard s'était pas forcément arrêté dessus. Donc, parler de la francophonie aussi, de la création
francophones, ça, ça les a interpellés. Donc, vraiment, le fait d'avoir cette sélection plus resserrée, ben, permet de défendre aussi voilà, la création, la créativité des auteurs, parler de soutien aussi. On a beaucoup parlé du soutien à la librairie indépendante, le fait d'aller dans les commerces de proximité, etc. Ben, nous, on a envie, moi, ça me permet aussi de dire, voilà, vous pensez à nous et en même temps, vous pensez à tous ceux que vous ne voyez pas qui sont derrière les livres. Donc ça fait partie des retours assez intéressants, je trouve, avec nos abonnés. Et moi, je vais juste rebondir parce que c'était aussi quelque chose de très important pour nous, la coopération. Et en fait, on dit, enfin souvent, le cadre d'ailleurs de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, il y a plusieurs modalités en fait pour la rendre possible. Et le premier, c'est un objet de travail en fait commun. Et là, en fait, on avait un objet de travail qui permettait d'ouvrir des espaces de discussion. Et on dit aussi que la coopération, elle naît dans l'action. En fait, on peut pas dire qu'on va coopérer. Au début, ça se construit au fur et à mesure. Et moi, c'est vraiment ça, je trouve, qui a été révélateur. C'est qu'on voit bien la confiance au fur et à mesure dans le groupe de travail qui est vraiment, qui s'est construite. C'était pas évident de mettre effectivement des grands groupes, des petites maisons d'édition où on a plutôt tendance dans l'écosystème à les opposer. Et là, il y a vraiment eu un espace de confiance et on est tous montés en compétences aussi, il me semble, parce qu'en fait, on a appris ensemble. On a exploré des sujets sur les points juridiques, le modèle économique, enfin, on a pataugé ensemble, c'est pas encore, voilà. Et donc, c'est de dire que la coopération, elle est possible, mais toutes ces modalités, en fait, à mettre en œuvre et que ça demande énormément de temps aussi. Et malheureusement, on en manque tous crucialement, mais ça va être nécessaire si on a envie de réinventer nos modèles, justement, et d'aller plus loin, qu'on prenne voilà, ces espaces. Donc, comment on valorise tout ça? Donc, deux questions dans le chat donc, qui viennent d'arriver. Donc, une question d'une libraire. Le groupe d'expérimentation est encore ouvert? Alors, ben, pareil, on apprend, hein, on ne sait pas trop comment gérer. Nous, on est ouvert et on a envie d'ouvrir au plus grand nombre. Si des libraires ont envie de rejoindre avec cette sélection, bien entendu, c'est possible. Vous pouvez nous contacter et rentrer en discussion avec nous. Pour vous donner une idée, il y a une expérimentation en parallèle, mais qui est totalement autonome, qui est menée par la librairie et les éditions théâtrales. Mm. Ils proposent un abonnement en fait avec exclusivement des titres de théâtre parce qu'eux, ils ont un enjeu, c'est-à-dire que les étudiants en théâtre, bon, comme beaucoup d'étudiants souvent, n'ont pas beaucoup d'argent et en même temps, ils doivent lire beaucoup, voilà, pour se faire une culture théâtrale. Donc, ils proposent un abonnement avec genre les titres que vous devez avoir lus en première année de théâtre. Voilà, donc ils sont en train de la mener totalement en parallèle. Moi, je suis en lien aussi avec une librairie en zone rurale parce que c'est quelque chose qui nous interpelle aussi sur l'expérimentation. C'est qu'en fait, on veut réduire les impacts environnementaux. Mais c'est-à-dire que si une librairie, elle a des gens qui habitent loin, en fait, ils vont pas pouvoir venir aussi simplement en librairie, prendre le livre, échanger, etc. Donc, il y a une libraire qui est intéressée, qui est en zone rurale et qui aimerait monter un partenariat avec des bibliothèques pour qu'elles soient en fait dépôt de l'abonnement, enfin relais, un peu comme il y a des relais AMAP, et ben là il y aurait des relais labo, voilà, avec des bibliothèques. Donc oui, tout est possible. Le groupe d'expérimentation est encore ouvert. Et les prochaines étapes du projet, ben c'est là encore en librairie, hein, c'est observer. Maintenant, c'est chez les libraires, on va observer ce que ça génère. On a vraiment envie de mener un travail d'évaluation aussi, justement, de tout ce que cela a pu provoquer, et pas que économiquement. C'est vraiment ce qu'on appelle aussi dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération les ressources immatérielles. Comment on crée de la valeur sur ces ressources immatérielles. Et d'ailleurs, il y a un webinaire qui va être prévu, c'est dans très longtemps, hein, mais c'est une expérimentation sur le cours, en septembre 2026, avec justement le réseau NECOE, qui est un réseau de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et en fait, il y a des webinaires qui sont organisés qui s'appellent Voix de pionniers, qui donnent la parole à des gens qui essaient d'expérimenter d'autres modèles économiques dans le cadre de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On vous donnera des nouvelles, parce que c'est dans longtemps, on vous rappellera le rendez-vous. Peut-être, j'ai beaucoup parlé, mais peut-être si Cécile, Camille ou Caroline, vous voulez rajouter des choses. On n'a pas parlé de comment vous avez embarqué d'ailleurs dans ce projet. On est arrivé tout de suite dans des questions très concrètes et pratico-pratiques, mais
Oui, bah moi, ça s'est fait bah, lors de la journée, le marathon créatif là, qui avait été organisé accueilli chez Bayard en janvier 24, vous étiez présente. Et vous aviez, ça faisait partie des sujets de travail et du coup, j'avais assez vite mordu à cette idée bah, d'une réflexion un peu systémique, comme tu l'expliquais, et qui fait l'effet d'une pierre deux coups, qui inclut aussi une rémunération aussi pour éditeurs-auteurs. Puis cette envie de promouvoir la lecture, enfin clairement sur le livre jeunesse aujourd'hui, il y a un gros enjeu de comment garder nos lecteurs, en créer des nouveaux tranches d'âge après tranche d'âge, enfin éviter ce décrochage. Donc évidemment réfléchir à d'autres façons de promouvoir la lecture, une feuille en plus dans le millefeuille de l'offre. Voilà, c'est hyper intéressant, hyper important. Encourager le lien social avec cette idée de communauté, aussi avec les auteurs, autrices de la région, parce que l'idée aussi, c'est de les investir dans le local. Enfin, évidemment, l'idée, c'est d'être très local pour éviter tous ces déplacements à travers l'Hexagone, mais de se dire, voilà, les auteurs, autrices des bouquins, s'ils sont là, comment ils peuvent participer à cette communauté de labo dans la librairie, en organisant un atelier, que sais-je. Enfin, d'ailleurs, il y en a une qui est en cours là à Montreuil avec Alice Millot, voilà, qui a proposé une énigme, un jeu d'énigmes en vitrine à grandeur nature avec tous les bouquins de la sélection. Donc voilà, moi ça m'a tout de suite plu. Puis voilà, ça se raccrochait donc à la feuille de route RSE Bayard. Et puis bah moi sur mon investissement temps, c'était mes missions Milan Anvers, justement, comme je disais tout à l'heure, ça rentrait complètement. Euh, Moi, je suis rentrée dans l'expérimentation parce que donc Pamela était venue présenter le dispositif, enfin les balbutiements du projet lors d'une réunion des librairies sorcières, donc les librairies de l'association des librairies spécialisées jeunesse. Donc, euh, moi, je suis une nature assez curieuse et assez volontaire, je dirais. Donc, la question du est-ce que ça va me rapporter quelque chose, comment je m'y retrouve d'un point de vue de la librairie, ça ne m'a pas intéressée. Dans un premier temps, ça ne m'intéresse pas parce qu'on est dans un dispositif d'expérimentation. Donc, moi, j'ai envie de jouer pour voir si je suis capable de proposer un abonnement, pour voir si ça peut intéresser mes clients. Et puis surtout, voilà, ma volonté, c'était de faire remonter donc des données. Que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas d'ailleurs, hein, euh, et, et, euh, et puis j'ai accepté aussi parce que ça faisait quelques fois que des clients me disaient on commence à avoir beaucoup de livres à la maison, donc qu'est-ce que j'en fais, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je continue à acheter, etc. Donc je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose à creuser de ce côté-là aussi, il y a un besoin. Alors, c'était pas forcément des clients jeunesse, mais ça n'empêche que le fait de faire une expérimentation pour ce public-là, sur cette sélection-là, ça permet de tester hein, ce modèle et de voir si on peut le proposer sur d'autres secteurs de l'édition. Et c'est vraiment, ouais, moi, ce qui m'a motivé, c'est de faire partie de ce groupe et de donner un peu des données pour imaginer autre chose. Parce qu'on voit bien que on tire un petit peu la langue en librairie, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de livres, beaucoup de concurrence entre les livres, c'est difficile de faire exister tous les livres existants. Donc voilà, le fait de resserrer un peu, est-ce qu'on peut offrir une meilleure vie? Et puis je trouve que pour moi, ça me permet aussi à un moment, ouais, ça fait déjà 20 ans que je suis en librairie, ça m'oblige à fonctionner différemment et puis à me poser des questions que je me serais sans doute pas posées sans ce dispositif-là. Donc, continuer à se former aussi et puis se poser, voilà, s'arrêter à un moment pour regarder plus précisément un endroit. Là, c'est quand même assez intéressant et motivant. Ben moi, pour finir, comme je disais, je pense que le fait que le sujet de mon livre soit orienté sur la durabilité et l'argent, c'était un candidat peut-être naturel du coup à l'expérimentation. Donc Helvétique est venu vers moi en me proposant de participer. Et bien sûr, j'ai tout de suite dit oui, de manière très emballée en plus, parce que c'est vraiment, comme je disais, une initiative, je pense, qui est très intéressante, enrichissante et qui, j'espère, aura le potentiel vraiment de grandir, de faire ses preuves et de grandir. Euh, Moi, tout de suite, je pouvais pas voilà, je n'étais pas contente de participer pour voir justement ce que ça allait donner, voir les différents points de vue, voir
comment les différents acteurs du métier voyaient l'évolution, les évolutions possibles et aussi où sont les challenges, où sont les vrais points qui peuvent freiner. Je peux pas m'empêcher de penser comment est-ce qu'on passe à grande échelle. C'est un peu tout de suite, même quand on est dans l'expérimentation, on se pose tout de suite vite la question, je pense, de est-ce qu'il y a un potentiel de scale-up ou pas? Parce que dans le design d'un modèle, il faut tout de suite réfléchir aussi un petit peu à l'option de voir grand. Je serais très très intéressée de voir comment vos discussions évoluent et notamment aussi sur le sujet de, de la gestion de la logistique, parce que quand on parle d'économie circulaire, peut-être qu'il faut un partenaire logistique ou des partenaires logistiques qui peuvent aider à faire circuler les livres, à stocker les livres. Peut-être que c'est des acteurs qui sont peut-être pas encore des acteurs classiques du modèle, mais qui pourraient venir se greffer avec aussi leur logiciel de gestion. On pense à la digitalisation. Peut-être qu'il y a des outils qui peuvent aussi enfin, soutenir ce genre d'initiative à explorer. Et de nouveau, au niveau de la digitalisation, je pense aussi aux enfants, aux lecteurs. Euh, Comment est-ce qu'on pourrait peut-être aussi combiner ça? Parce que le partage en librairie, j'adore le concept. Je pense que les gens doivent se retrouver euh, dans la vraie vie et ça peut offrir des opportunités de rencontre. Mais peut-être qu'on peut combiner ça avec aussi une app sympa sur Labo qui permet de voter sur les livres qu'on a aimés, enfin, de faire des recommandations. Donc il y a plein de ces outils-là et je pense qu'il faut vraiment voir ça comme étant des choses complémentaires, pas forcément l'un venant s'opposer à l'autre. Donc voilà, je suis très curieuse, je me réjouis déjà pour dans un an de voir un petit peu l'évolution et c'est le début d'une belle aventure en tout cas. Faut peut-être dire que ce modèle existe déjà. C'est en Suède, c'est ça, Pamela? Après, c'est pas le même système juridique par rapport au livre, mais ça existe déjà à grande échelle là-bas. Et puis, on avait retrouvé une vieille publicité du début du siècle, hein, c'est ça, qui disait Oui. louez vos livres en librairie. Mm. Alors, je sais pas si on a pu enquêter sur cette pratique ancienne, mais Non, c'est assez génial mais de dire que c'est des choses qu'on repense aujourd'hui, des choses évidemment qui ont déjà été pensées. mm, Et voilà, ça, je trouve ça hyper chouette. Ça a 2 fois plus de sens en plus. Enfin, voilà, de se dire, on réinvente pas non plus complètement quelque chose qui sort de nulle part. C'est assez inné, presque intuitif, assez spontané, quoi, de se dire un livre, il est fait pour être partagé, être lu plusieurs fois et ramené à son libraire, etc. Mm. effectivement, on ne l'a pas dit, mais ça existe déjà. Et puis, en fait, des offres d'abonnement aussi dans d'autres pratiques culturelles. En fait, Mm. c'est rentré, c'est courant. Deezer, Spotify, Netflix, enfin, des offres d'abonnement de livres numériques. Enfin bon, effectivement, ça existe déjà. Et il y a le modèle en Suède qui est le plus connu. Mais il y a aussi des modèles d'abonnement aux États-Unis, enfin, sur le livre. Donc, effectivement, on n'invente rien. Et il faudrait qu'on recreuse cette idée de cabinet, je crois, de lecture, effectivement, qui existait au début du siècle. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Ou peut-être que quelqu'un veut ajouter aussi quelque chose? Alors, juste, moi, je vais refaire une remarque parce que on a parlé de la proximité de l'abonnement avec l'offre des médiathèques. Alors, effectivement, c'est une des questions qui revient le plus souvent. Juste témoigner, moi, vous dire ce qu'il en est sur les 29 titres de la sélection. Moi, j'en ai 4 qui sont dans les médiathèques, dans le réseau de médiathèques de ma ville. Donc, nous avons une offre complémentaire. Alors, c'est pas le cas forcément voilà, sur des grandes villes, sur des métropoles, mais c'est vrai que c'est peut-être un système qui peut peut-être convaincre, en tout cas tel qu'il est proposé là maintenant, sur des plus petites et moyennes villes que dans des très grosses villes. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Montreuil et Tours, si tu avais eu un retour, Pamela, mais Si, voilà, moi si, bah j'avais fait titre par titre. on l'a fait avec toutes les librairies. Alors, c'est moins le cas, effectivement, pour Tours et Montreuil, Ouais. où toi, il y a vraiment très peu de titres qui sont à la bibliothèque, mais il y a néanmoins des titres aussi qui ne sont pas disponibles à la bibliothèque. Et dans l'idée, c'était ce qu'on s'était dit, co-construire l'offre avec les bibliothécaires aussi. C'était un enjeu qu'on avait envie de creuser. Là, on n'a pas vraiment pu le faire comme on aurait voulu, mais dans des prochaines sélections, ça serait intéressant en fait de les ajouter en fait à la réflexion, justement de dire bah toi tu ne vas pas acheter ça ou tu n'as pas ça dans ton fonds, donc qu'est-ce qu'on pourrait nous valoriser dans l'abonnement
et on serait d'autant plus dans la complémentarité. Et moi, la moitié de mes abonnés sont des usagers de la médiathèque, hein. Et ça les a pas, à aucun moment, ils se sont dit, bah, pourquoi s'abonner en librairie alors que je vais à la médiathèque. Même sans parler de la présence ou de l'absence des livres dans le fond de la médiathèque, hein. Ça leur paraissait pas particulièrement choquant euh, de voir ça en librairie. Oui, au lancement des 3 abonnements en librairie, nous y sommes allés avec Fanny et on a effectivement posé des questions aux personnes pour avoir leur perception de cette proposition. On leur a demandé à chaque fois s'ils étaient usagers. Souvent, ils étaient usagers de la bibliothèque et comme tu le dis, ça rentrait pas du tout en conflit pour eux dans les pratiques. Et d'ailleurs, au moment où les abonnés souscrivent, on pose quelques petites questions justement qui vont nous permettre de documenter ça aussi sur les profils un peu des abonnés euh, à la fin de l'expérimentation. Maintenant, il s'agirait de pérenniser le. Il faudrait qu'on tombe un contrat qui puisse être passé directement entre les libraires et les éditeurs. Et c'est l'enjeu de la concertation juridique de janvier. Enfin, du coup, moi, c'est vrai que c'est ce que. Là, la prochaine étape pour nous, ce serait ça, ce serait de transformer l'essai, de pérenniser et de reproposer des nouveaux abos. Alors, du coup, à la carte, en fonction que ce soit le libraire qui devienne vraiment acteur de sa sélection, qui puisse piocher dans un panel d'éditeurs le plus large possible et que assez simplement, on ait un contrat qui puisse être tombé et qui soit peut-être même encore plus égalitaire. On parlait de cette histoire de remise. Il y a peut-être quelque chose à penser de remise diffuseur. Voilà, il y aurait peut-être des trucs à penser pour avoir un contrat qui soit peut-être le même un peu pour chacun ou la même structure et qui permettent d'enclencher de nouveaux petits abos un peu partout. Ça, ce serait l'objectif 2026-27. Effectivement, je pense que cette concertation va permettre de faire avancer le sujet, puisqu'il y a quand même de nombreuses demandes aussi de libraires sur d'autres segments, bien sûr, littéraires. Là, on a une proposition. En bande dessinée, on voit que ça intéresse beaucoup, parce que le prix moyen des bandes dessinées a quand même augmenté très fortement, qu'il y a des très gros lecteurs qui ne trouvent pas, enfin voilà, la complémentarité avec la bibliothèque est très forte. Donc oui, oui, voilà, il y a beaucoup de demandes. Donc maintenant, il va falloir pouvoir y répondre avec, si on peut simplifier juridiquement. On en saura plus après le 21 janvier sur ce point-là.